Le traditionnel ballet des Titans a tenu toutes ses promesses, malgré la morosité ambiante d'une récolte décevante. Le reportage de Linda Kayarsi et de Moïse Dexter dans cette édition sur cette manifestation spectaculaire qui vient clore la saison sucrière, après quoi nous recevrons Maxel Grisoni-Perbacas. Et la ville de Fort-de-France s'est mise à la vidéo-verbalisation. Désormais, les conducteurs peuvent être verbalisés grâce au concours de 60 caméras réparties sur toute la ville. Les précisions d'ATV Martinique sont à venir. Le festival de Groka a ouvert ses portes ce mercredi aux enfants. À l'école de Riche-Plaine à Sainte-Anne, l'heure était aux percussions et aux différents instruments utilisés dans la musique traditionnelle quadrille. Démonstration dans ce journal avec Karen Diamin. Et c'est Yvan à lingerie qui a remporté la 5e étape du Tour de Guadeloupe de voile traditionnel, qui se disputait dans le grand cul de Sac-Marin entre Petit-Canal et Sainte-Rose. Il a devancé Claude Tellier et Marcelin Wilbon. Une sacrée revanche. Bonsoir, bienvenue sur ATV Guadeloupe. C'est par le traditionnel ballet des Titans que s'est achevée la campagne sucrière 2017 hier soir. Le goût amer des 30 000 tonnes de canne restées sur pied n'a pas perturbé l'esprit de fête qui signe les fins de campagne en Guadeloupe. Reportage Linda Kayarsi, Moïse Dexter. Au centre de transfert de l'usine Bonne-Mère, dernier chargement pour les Titans. Sentiment du devoir accompli, mais aussi mélancolie. Ça va me manquer, mais on n'a pas le choix. C'est pour ça qu'on est à la récolte, on se donne à fond, on sait que c'est pour une période, on profite. C'est notre passion dans ça d'être là toute la journée. Et ça nous fait plaisir. Chaque année, tous les conducteurs de ces mastodontes du transport de la canne se donnent rendez-vous ici pour marquer la fin de la récolte. Puis pour marquer cette fin de récolte, traditionnellement, on a un défilé du camion qu'on fait profiter aussi les gens, les fans, surtout les fans, parce que d'habitude, ils n'ont pas le temps de regarder les camions qui passent. Et là, on lui fait des petits cadeaux. Là, on va aller faire un petit défilé et puis envoyer quelques cadeaux pour eux. Alors, ça va leur faire plaisir, les petits fans. Et sur le site de Bonne-Mère, de nombreux badauds tiennent à immortaliser ce convoi très spécial. Et on se fait un réel plaisir de venir là pour regarder la fin de la récolte. Parce que vraiment, le camion tuning est super. Hein? Et puis de voir des femmes, des jeunes femmes qui conduisent ça, alors merveilleux. Personnellement, nous, comme nous sommes en vacances, nous sommes les Martiniquais, ça nous plaît énormément de voir ça, puisque ça nous manque à Martinique. Et c'est la première fois que je vois ça. C'est très, très intéressant, ce que je trouve. D'ici quelques minutes, une quarantaine de camions Titans vont quitter le centre de transfert de l'usine Bonne-Mère, direction Gardel, dernier convoi de la campagne sucrière 2017. C'est à l'allure d'une opération escargot que les Titans feront le show. Jeu de lumière, klaxon, tout azimut. Sur le bord des routes, The Place to Be, une impression de déjà-vu. Ambiance similaire au tour cycliste. L'attente a été longue, mais pour rien au monde, il n'aurait raté ce rendez-vous. On est venu avec des amis et on était impatients de voir. Comme c'est intéressant, j'ai jamais été, donc c'est beau à voir. Il y avait des distributions de boissons. Et c'est intéressant. Je suis venu là depuis à 21h, donc on attendait les camions à ce qu'ils arrivent. J'ai été au rond-point du RSMA, je les ai attendus, on les a vus, on est venu ici à Perrin pour les voir. Donc voilà, c'est super beau, on est venu. Moi, c'est la première fois que je viens regarder, je trouve ça magnifique. Il est plus de 23h, les Titans arrivent que maintenant au niveau du rond-point Perrin. Pour nous, le tournage, il va s'arrêter ici, mais le convoi, lui, va continuer jusqu'à Gardel, où là, ça va être la fête.
Et passer la fête, les acteurs du secteur devront affronter quelques défis et pas des moindres, notamment l'avenir de la filière qui se joue d'ici le mois d'octobre avec la fin des quotas sucriers. Maxette Grisoni, Pierre Baccasse, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On l'a vu, hein, c'était la fête, mais l'heure est plutôt à la gravité au niveau des acteurs de cette filière, notamment des planteurs. Vous êtes la représentante de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles en Guadeloupe. 30 000 tonnes de canne n'ont pas été 30 000 tonnes n'ont pas été récoltées à cause des intempéries. Comment avez-vous l'intention d'anticiper ces pertes? Écoutez, déjà cette année, on a une année exceptionnelle. Hein. Depuis le mois de mars, il n'arrête pas de pleuvoir. Aujourd'hui, c'est ni la faute des opérateurs, ni la faute des planteurs, ni la faute des industriels. C'est la faute du temps, c'est-à-dire il a beaucoup plu. Et moi, ce que je pensais aussi aujourd'hui, nous, représentants des planteurs, pour peut-être l'année prochaine, essayer d'anticiper, que la récolte peut-être s'ouvre peut-être 10 à 15 jours avant pour pouvoir anticiper par rapport aux problèmes climatiques. Parce qu'il faut savoir, hier, j'étais à la balance de Béron, les richesses étaient catastrophiques, hein, c'est-à-dire entre 3 et 2,5 de richesse. Aujourd'hui, quand un planteur coupe sa canne entre 2,5 et 3 de richesse, aujourd'hui, il n'a même plus l'argent pour pouvoir payer l'intrant par la SICA, ni même pouvoir payer l'opérateur de coupe qui a coupé la canne, bien sûr. Et en fait, qui dit ça, ils n'ont pas de salaire, ils n'ont pas de revenus, même pour pouvoir subvenir à leurs besoins, pour pouvoir payer les études pour les enfants, pour pouvoir payer leur propre foyer aussi, en fait. Subvenir à leurs besoins primaires. Tout à fait. On annonçait une rude bagarre pour répartir l'enveloppe de 38 millions d'euros mise à la disposition de la filière. La réunion a déjà eu lieu. Qu'en est-il aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, j'ai eu la réunion. Enfin, on a eu la réunion. La réunion, ils ont apparemment eu à peu près 3 euros sur la canne, 2,50 € sur les cannons. Ils ont à peu près eu 7 millions d'euros. C'est ce que j'ai compris. Et nous, aujourd'hui, la fin de quota, c'est octobre cette année, qui dit que nous, l'intersyndicale, on va entrer en négociation à partir du mois de septembre, c'est-à-dire préparer une plateforme de revendication aux industriels. Juste avant d'aborder justement cette question de la fin des quotas sucriers, qui est quand même assez déterminant pour l'avenir de la filière, sont-ils satisfaits de ce qu'ils ont obtenu concernant cette répartition? Pas du tout. Pas du tout. Ils ne sont pas satisfaits parce qu'aujourd'hui, comme nous, que ce soit la Réunion ou la Guadeloupe, les intrants ont augmenté à peu près de 52%. Il faut savoir. Ça fait plus de 35 ans que le prix de la canne est gelé, qui n'a jamais été augmenté. La main-d'œuvre aussi a augmenté. Il faut savoir que le SMIC aujourd'hui a augmenté. Et même au niveau aujourd'hui de la richesse chez nous, on ne dépasse pas entre 11 à 12 de richesse maximum. Et avant, il y a quelques années de ça, on faisait 14, 15, 16 de richesse. Ce qui n'est pas normal aussi. On doit avoir un rapport pour pouvoir voir le rapport Berliso pour pouvoir revoir la richesse saccharine de nos planteurs. Alors ça fait beaucoup, hein, avec la fin des quotas sucriers, cette garantie qu'avait la Guadeloupe de pouvoir vendre sur le marché européen son sucre, cela va disparaître. Tout à fait. Comment allez-vous, est-ce que vous pouvez faire face est-ce que vous êtes préparés, vous êtes prêts à faire face à cette mesure? Ben écoutez, c'est justement ça, c'est 38 millions d'euros, comme je dis. Il y a à peu près, il faut compter, alors il y a 28 000 euros qui étaient alloués aux industriels Tereos à La Réunion et à peu près entre 9 à 10 millions d'euros pour Cristal Union en Guadeloupe. Et aujourd'hui, nous, l'intersyndicale, hein, on va avoir une plateforme de revendication à l'industriel, bien sûr, Cristal Union aujourd'hui en Guadeloupe, pour pouvoir demander qu'on ait sur le volet B avoir une partie de cet argent-là pour que le planteur... Le volet B, c'est un petit peu confus, difficile d'accès pour les téléspectateurs. Concrètement, que demandez-vous aux industriels? Qu'avez-vous l'intention de leur demander au mois d'octobre? Ben, écoutez, là, je ne peux pas vous dire quel prix parce que je dois parler avec l'intersyndicale. L'intersyndicale, c'est plusieurs syndicats. On a les JA, on a l'UPG et moi-même la FDSEA. Je dois les consulter au mois d'août. On doit se consulter pour pouvoir faire notre plateforme de revendication et pour pouvoir dire exactement qu'est-ce que nous demandons sur cette plateforme de revendication. Vous allez demander finalement... On va demander une compensation, bien sûr. Une compensation sur aux industriels qui seront aussi sanctionnés. Ça veut dire quoi? Qu'ils s'engraissent?
Je ne peux pas dire aujourd'hui qu'ils s'engraissent. Aujourd'hui, la filière canne a un problème. Mais comme je dis aujourd'hui, on est une filière, on est une famille qui dit on a besoin des industriels. Les industriels aujourd'hui ont besoin de nous. Ça veut dire tous les deux on est liés. Aujourd'hui, il faut que l'industriel aujourd'hui nous comprenne comme nous les comprenons. Il faut qu'ils comprennent aussi qu'aujourd'hui, que ça fait plus de 35 ans le prix de la canne n'a pas augmenté. Il faut savoir aussi que les intrants ont augmenté de plus de 52%, la main-d'œuvre a augmenté, tout a augmenté. Aujourd'hui, on ne s'en tire pas. Si aujourd'hui, en plus, on a l'arrêt des fins des quotas, aujourd'hui, l'agriculteur ne va plus vouloir planter de la canne. Et qui dit qu'il ne veut plus vouloir planter de la canne, ça va être l'arrêt de l'usine. Maxel Grisoni, Pierre Bacas, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Le prochain rendez-vous, c'est au mois de septembre, juste avant l'arrêt définitif des quotas sucriers prévu au mois d'octobre. Direction maintenant la ville de Fort-de-France en Martinique, où est entrée en vigueur depuis 2 semaines maintenant la vidéo-verbalisation. Désormais, les conducteurs peuvent être verbalisés grâce au concours de 60 caméras qui sont réparties sur l'ensemble de la ville. Les PV sont envoyés directement à votre domicile. Les précisions de Louis Sabas. On regarde ensemble. Une infraction constatée en direct. Stationnement sur trottoir, gênant comme on peut le constater. Donc c'est sur une rue de l'hypercentre. Nous sommes dans le centre de supervision urbain, un lieu tenu secret où sont transmises toutes les images de la 60aine de caméras réparties sur Fort-de-France. Le cœur de la vidéo-verbalisation. Nous avons des résultats assez probants et intéressants, surtout en termes de stationnement gênant sur trottoir, sur emplacement réservé aux handicapés, double fil, tout ce qui gangrénait notamment la circulation dans l'hypercentre. Conduite dangereuse, non-port de la ceinture, portable au volant ou défaut de casque. Ces caméras capables de voir une pièce de monnaie à 300 mètres ne laissent rien passer, à condition que les infractions soient constatées par les opérateurs. Depuis le lancement de l'opération il y a 2 semaines, c'est plus d'une centaine de vidéos-verbalisations qui ont été dressées puis adressées aux usagers indélicats. Ces infractions, une fois qu'elles sont constatées par l'agent verbalisateur, derrière l'écran de contrôle, va donner lieu le plus souvent à l'édition de 2 photos, notamment pour les questions liées au stationnement, puisqu'il s'agira de constater que le véhicule était immobilisé. Dans ce cas, nous aurons 2 photos qui seront éditées à 10 minutes d'intervalle, et ces photos vont être transmises évidemment avec les éléments de l'infraction, donc le procès verbal, pour traitement par le Centre national de Rennes. Ce dispositif renforce le travail des équipes humaines destinées à lutter contre l'insécurité. Avec la vidéo-verbalisation, la municipalité compte faire évoluer le comportement des usagers de la voie publique. Nous voulons nous attaquer aussi à la problématique du sentiment d'insécurité qui persiste, c'est-à-dire la manière dont la personne perçoit la sécurisation et comment elle se sent lorsqu'elle est dans la rue. Et donc ça, pour faire évoluer ça, c'est non seulement les moyens humains que nous mettons en place, mais aussi les caméras qui nous permettent 24 heures sur 24 d'être présents, de filmer, d'enregistrer et de retrouver les auteurs d'infractions. Je dois dire que la vidéo-verbalisation s'inscrit dans cet état d'esprit-là. La vidéo-verbalisation a fait ses preuves dans l'Hexagone. À Fort-de-France, l'installation des caméras de vidéosurveillance aura coûté près d'1 203 000 €, le prix pour plus de sécurité dans la ville capitale. Et en Guyane, des spécialistes de l'écologie ont décidé de créer une société spécialisée dans la revitalisation des espaces verts, parfois pour réparer des parcelles exploitées par le secteur minier. Découverte avec Yvan Lemar. 8 heures à Cacao, sur un ancien site minier, l'équipe de Solicaz est déjà à pied d'œuvre. Objectif, revégétaliser 30 hectares de terrain. L'expertise qu'on propose, c'est de pouvoir recréer les conditions pour la restauration de la forêt naturelle. Les différentes étapes que l'on réalise sur le terrain, dans un premier temps, c'est l'expertise du terrain après remise en état des sols, pour voir dans quel état en fait est le sol, quelle est sa qualité, et sélectionner les zones qui seront les futures zones de plantation. Donc, après cette première expertise dans laquelle on différencie les différents types de sols qu'on peut avoir, on va sélectionner les espèces qu'on mettra ensuite sur le site, que l'on va produire pour la deuxième étape dans la pépinière que l'on a à Macouria. Donc on va suivre leur développement pendant 6 mois et au retour de la saison des pluies, on va passer à la 3e phase qui est la phase de plantation. Une fois les espèces sélectionnées, elles sont replantées selon un schéma précis. On est sur un système de plantation en îlots rayonnants, c'est-à-dire qu'on va faire des îlots
un peu partout sur le site, qui vont être raccordés par des bandes de plantation végétale, ce qui va permettre ensuite à la forêt de se réinstaller sous cette végétation naturelle. 800 arbres par jour peuvent être plantés en moyenne. Une fois réintroduit, un nouveau processus végétal se met en place. La plante, la première année, va s'installer, mais va développer plutôt son système racinaire, puisqu'elle va aller chercher l'eau en profondeur et s'ancrer dans le sol. Et la deuxième saison des pluies, elle va développer son système aérien, où là, on va avoir des plantes qui vont croître d'environ 4 mètres par an. La phase de plantation terminée, un suivi régulier est effectué. On réalise lors de l'expertise un état initial. Et puis après plantation, on revient régulièrement sur le site, donc à peu près une fois par an, pour voir comment les arbres se sont développés, s'ils sont bien réinstallés, changer peut-être quelques arbres qui ont malheureusement pas réussi à survivre. Ce qui est normal puisqu'on travaille avec du matériel végétal, donc on est à peu près à 80% de réussite. Et puis au fur et à mesure des années, donc on observe la diversité qui se réinstalle, les traces d'animaux au sol, des graines qui sont en train de germer, donc on peut confirmer que la végétation est bien en train de se réinstaller. Depuis 2013, une dizaine de sites ont été ainsi reboisés en Guyane. Cette année, 40 000 arbres ont déjà été plantés. Restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Nous revivons la 5e étape du tour de voile traditionnel de Guadeloupe. Et puis nous irons à l'école de Riche-Plaine à Sainte-Anne où la jeune génération était initiée à la musique quadrille. Mais avant, ça y est, il flotte vraiment un air de vacances. Inutile de se rendre bien loin pour rencontrer les touristes qui visitent l'archipel. Qu'est-ce qui les séduit le plus ici? Petit aperçu des atouts de la Guadeloupe avec Karen Diama. Le soleil, la diversité des paysages. J'avoue que j'adore autant Basse-Terre que les plages de cocotiers et le sourire des Guadeloupéens. Ici en Guadeloupe, évidemment le soleil, les belles plages et la gentillesse des gens aussi. Parce que franchement, je vous trouve très très gentil. Voilà. Très bien, l'environnement est très joli, la plage, les bâtiments. Ouais, c'est vraiment très sympa. Le seul truc, c'est qu'on a du mal à s'habituer à la température, mais bon, ça c'est... Moi, c'est principalement la météo, on mange super bien, c'est facile pour nous parce qu'on prend l'avion à Orly, puis on arrive ici, on prend une navette, c'est rapide, donc voilà. Puis on a cherché par rapport sur internet les critiques et ça c'est important pour nous, pour que on soit bien quoi. Donc voilà. Alors déjà c'est là où on habitait avant parce qu'on a déménagé en France. Et ensuite, surtout le soleil, la mer et tout ce qui attire les gens qui n'ont jamais habité là. Ok. Et toi? C'est la même chose. Et eux séjournent régulièrement chez nous les tortues marines, une espèce toujours menacée. Chaque semaine, des équipes de l'ONF sillonnent les plages de la Martinique sur leurs traces, des opérations qui rentrent dans le cadre du plan national d'action reconduit cette année par l'ADEAL. Sandrine Claude, reportage, et Johan Boulard, on regarde leur reportage. Une trace de tortue qui est montée ici, on voit des marques de... Donc là, ce serait une montée. Ça va peut-être avec la descente qui est là-bas, mais c'est difficile à dire. Chaque semaine, Nicolas effectue des relevés. Trace aux pontes, cet agent de l'ONF observe les allées-venues des tortues marines sur nos côtes. Donc je relève les nids au GPS pour nous permettre de savoir où elles viennent pondre préférentiellement. On essaye de voir si les traces, déjà quelle espèce qui a pondu ou pas, parce que les tortues ne montent pas toujours pour pondre. Si elles ont été dérangées, si elles ont rencontré des obstacles. Et aussi, on prend aussi donc, au niveau du nid, dans quelle végétation il se situe pour voir quelle zone elles préfèrent en fonction des espèces. Des tortues confrontées à des obstacles pendant leur phase de reproduction. En premier lieu, l'homme et ses habitudes. S'il y avait un nid à cet endroit, il est foutu. C'est complètement rédhibitoire pour la viabilité du nid, parce que faire un feu au sol, on sait que c'est interdit. Camper au bord de la plage, on sait que c'est interdit. Vous avez vu des campeurs à l'entrée de Macabou, donc là c'est interdit. Et surtout ce qui est interdit, c'est d'utiliser des lumières qui sont très fortes. Quand on fait des comptages, on utilise une lumière rouge pour justement éviter d'aveugler la tortue. Les tortues imbriquées pondent souvent donc, dans la végétation en lisière de forêt, donc il suffit qu'il y ait une route qui se situe entre la plage et la lisière de forêt et soit elles sont obligées de franchir la route, soit elles n'arriveront pas à pondre parce que le sable est tassé.
D'où la nécessité de préserver l'état de ces plages. Débutée en mars, la période la plus propice à la ponte des œufs se termine vendredi. Rien que la semaine dernière, 4 tortues ont été observées en train de pondre à Sainte-Anne. Elles peuvent revenir pondre à peu près tous les 3-4 ans. Et alors ce que j'ai compris, c'est que les tortues, quand elles viennent, elles ne pondent pas la totalité des œufs la première fois. Elles viennent, elles ont un coin dans la mer où elles peuvent manger, où elles ont leur garde-manger. Elles vont rester dans le coin, elles vont incuber leurs œufs. Et à peu près, quand il y aura à peu près 100 œufs qui seront prêts, elle viendra les pondre. Et ensuite, elle reviendra 2 semaines après pour repondre à nouveau une centaine d'œufs. Et elle peut revenir 5 à 6 fois, voire 8 fois sur la même plage pour repondre ses œufs. Après la phase d'incubation de 60 jours et l'éclosion des œufs, seule une tortue sur 1000 en moyenne parvient à maturité sexuelle. Aujourd'hui, l'espèce est plus que jamais en voie d'extinction. Et ambiance plus festive du côté de la plage de Sainte-Rose aujourd'hui. C'est Yvan Allingerie qui s'est imposé sur la 5e étape du Tour de la Guadeloupe en voile traditionnelle. Une étape qui se disputait entre Petit-Canal et Sainte-Rose sur le splendide plan d'eau du Grand Cul de Sac-Marin. Le reportage de Jacques Canval et de Patrick Curie. C'est dans ce décor fabuleux du Grand Cul de Sac-Marin que s'est courue la 5e étape du TGVT. Avec un vent d'est-sud-est soufflant à 14 nœuds, les cavaliers de ces petites Saintoises avaient de quoi faire le spectacle. Dès le départ, après le franchissement de la première bouée, un trio composé d'Yvan Allingerie, de Claude Tellier et d'Andy Nelson se formait en tête de course. Les 3 canots de tête filaient à 10 nœuds avant de vivre une petite accalmie qui allait profiter à Yvan Allingerie et à Claude Tellier qui distancèrent Andy Nelson. Sur ce parcours, il fallait s'attendre à des dessalements et cela n'a pas manqué après 1h30 de course. À quelques encablures de l'arrivée, Yvan Allingerie et Claude Tellier ne pouvaient plus être rejoints. Finalement, c'est le malheureux de l'étape d'hier, Yvan Allingerie, qui franchissait en vainqueur la ligne d'arrivée devant Claude Tellier, une victoire en forme de revanche. La stratégie, on la connaît bien, il s'agit d'aller vite, de glisser un maximum sur les allures portantes. Et donc c'est ce qu'on a fait, on a reproduit ce qu'on avait réussi à faire l'année dernière, parce qu'on avait déjà gagné l'année dernière. Et une fois de plus, ça a payé, donc on a pris beaucoup de plaisir à être devant, à aller vite. Ah oui, le parcours était très varié, il y a eu de très très grosses claques devant, à 25 nœuds, 30 nœuds. Donc là, il a fallu vraiment garder son sang-froid pour éviter de couler. Je crois qu'il y a certains bateaux de la flotte qui ne sont pas arrivés, mais nous on a réussi à tenir et puis ça a payé, donc il a fallu s'adapter en permanence aux conditions. Au classement général, pas de changement. Marcelin Wilban est toujours en tête devant Hugo Tellier et c'est Claude Tellier qui occupe la dernière marche du podium. Demain, pas d'étape, repos pour tout le monde et fête toute la journée sur les plages de Sainte-Rose. Et déjà presque une semaine que les skippers se sont élancés pour ce tour de la Guadeloupe en voile traditionnel. Que pensez-vous du spectacle offert par le TGVT? Est-il de nature à pousser l'économie? Moïse Dexter et Patrick Curie vous ont posé la question. On vous écoute. Je pense que plus il y a de manifestations en Guadeloupe, mieux c'est, parce qu'on a besoin de développement. Donc ça permet aussi aux entreprises de se développer, aux jeunes d'avoir des idées. Donc plus il y a de sport, plus il y a de compétences, mieux c'est. Donc on félicite les organisateurs et on espère que ils vont faire encore plus pour que la Guadeloupe se développe. Ça va. Beaucoup de monde au rendez-vous. On pourrait présager que dans quelques années, on serait au même niveau que le Tour des Yola Martinique. Ce serait bien. Avec une bonne ouverture, c'est bien, c'est bien. Je suis en vacances, c'est la première fois que j'assiste, mais c'est bien, très très bien. C'est extraordinaire, c'est merveilleux. Et oui, ça fait une ambiance, c'est merveilleux. Bon, c'est pour mettre un peu ambiance, c'est pour mettre un peu activité. Parce qu'on sait qu'il y a une crise mondiale, surtout pour ces commerçants-là, voilà quoi. Et pour tout le monde, comme ces périodes de vacances, ça fait du bien quoi. C'est un très bon spectacle, nous on aime beaucoup ça, et puis ça amène du monde et c'est agréable quoi. Je dirais que c'est une bonne chose au niveau de la voile, surtout pour les jeunes de la Guadeloupe, mais c'est une réussite pour nous et le fait que nous sommes entourés d'eau, c'est une réussite pour nous, alors nous devons l'exploiter. En général, oui, je pense que c'est une
une très bonne chose, hein, surtout qu'on n'a pas, nous les Antillais, on a un souci avec la mer. Donc c'est une très bonne chose que nous nous réconcilions avec ce que nous avons. Très beau spectacle. Donc malheureusement, l'éleveur n'a pas gagné à cette rose, mais arrivé 3e, mais toujours en tête. Donc on espère mieux jusqu'à la fin du TGVT. La mer et la musique, deux éléments étroitement liés à l'histoire des Antilles. Ce matin, il s'agissait pour les organisateurs du Festival de Gros Cas de Sainte-Anne d'initier la jeune génération à la musique traditionnelle. Cavalier aux dames, première figure, Karen Diamin. Pratique et technique, ici on apprend les rouages du quadrille. Alors le pantalon, le commandeur dit prenez la main des dames, on avance, êtes-vous à ma parole, on recule, et après allemande à gauche. Alors c'est le commandement, c'est pour le cavalier. Le cavalier tourne à gauche et danse avec son partenaire à côté. Et après on retourne à sa place, ça s'appelle la demi-gauche face à face, on danse. Après, croisez-moi les 8, le cavalier passe à l'intérieur et la dame à l'extérieur, d'accord? Et après, décroiser les 8, on reprend sa place. Après, pantalon, les 4 premiers, parce qu'on danse à 8, donc les 4 premiers. Les 4 premiers, c'est le couple qui donne dos à la musique. Hein? Les 4 premiers, c'est dos musique. Alors, on danse, on retourne à sa place. Après, on demande à retourner, donc on retourne à sa place. En arrivant, on balance pour le couple en face. Et après, on lève la main, et joignez la main. Et après, il y a la chaîne anglaise, ça s'appelle. Et donc, on danse avec le partenaire en face, la chaîne anglaise. Et après, on recommence la même chose. Patrimoine culturel informel, il s'agit de le transmettre aux jeunes générations. Dans la transmission, nous voyons que les porteurs de tradition vieillissent. Il faut transmettre. Au niveau de la musique, déjà le tambour basse commence déjà à presque ne plus exister. Je dis bien presque parce que très souvent, dans les groupes musicaux qui font le quadrille, il y a le tambour basse est remplacé par les basses qu'on retrouve. Donc c'est un moyen pour montrer aux enfants les différents instruments dans le quadrille et comment on les joue, quelles sont ses percussions et aussi comment on danse. Je trouve que c'est bien de faire cette danse-là parce qu'il y a des touristes et ils viennent et ils ne savent pas la danse créole, donc on leur apprend la danse créole. Comme elle, une trentaine d'autres enfants a eu l'opportunité d'apprendre les diversités techniques d'un quadrille, avec ou sans commandement. Alors, les ateliers de ce matin, axés sur le quadrille, donc percussion quadrille et danse quadrille. Alors on a déjà les 4 figures, et puis on a un atelier avec siyak ou wacha, ça dépend comment les gens appellent, qui est un instrument dans la musique du quadrille. Ce soir, lors du festival à Timoun, les enfants pourront mettre en pratique ce qu'ils ont appris un peu plus tôt, et ce, devant des centaines de spectateurs. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au centre commercial de Destreland à Bemao de 18h30 à 13h et à 13h30. Et puis la préfecture la région vous informe de la fermeture de la route nationale 1 à La Jaille de jeudi à compter de demain jusqu'au lundi 17 juillet. La circulation sera interdite dans le sens Bemao-Pointe-à-Pitre dès 20h jusqu'à 5h du matin. Et la préfecture et la sous-préfecture vous informent de la fermeture exceptionnelle de leur bureau le vendredi 14 juillet, évidemment fête de jour national, ainsi que le vendredi 21 juillet. La réouverture se fera le lundi 17 et lundi 24 juillet aux horaires habituels. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 71 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce mercredi 12 juillet. Nous l'avons vu, c'était la fin de la campagne sucrière 2017. Le traditionnel ballet des Titans a tenu toutes ses promesses hier soir, malgré la morosité ambiante d'une récolte décevante. Linda Kayarsi et Moïse Decterre étaient sur place justement pour diffuser, retransmettre cette manifestation spectaculaire. Et la ville de Fort-de-France s'est mise à la vidéo-verbalisation.
Désormais, les conducteurs peuvent être verbalisés grâce au concours de 60 caméras réparties sur toute la ville et des PV qui sont directement envoyés à votre domicile. Et le festival de Roca ouvert ses portes ce mercredi aux enfants. À l'école de Riche-Plaine à Sainte-Anne, l'heure était aux percussions et aux différents instruments utilisés dans la musique traditionnelle quadrille. Il s'agissait surtout d'apprendre à danser cette musique. Et c'est Yvan Alain Jury qui a remporté la 5e étape du Tour de Guadeloupe de voile traditionnel qui se disputait dans le grand cul de Sac-Marin entre Petit Canal et Sainte-Rose. Il a devancé Claude Tellier et Marcelin Wilbon. Une revanche pour le skipper. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h50.